Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un rituel expédié à la sauvette dans une indifférence quasi générale. À l'époque du pouvoir militaire et du parti unique, les ministres étaient tous là, au garde à vous. Ce matin, à l'heure du clairon, le ministre Ngendahayo est à l'aéroport. Il est en mission officielle. Il doit accueillir une délégation de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'est une visite importante. Le secrétaire général de l'OUA et les ministres des Relations extérieures d'Égypte, d'Afrique du Sud, de Tunisie et de l'île Maurice. Le métier de ministre des Relations extérieures n'est pas toujours rose. L'Organisation de l'Unité africaine se penche sur le Burundi comme le médecin sur un moribond. Et le ministre se retrouve dans le rôle du malade qui tente de faire bonne figure pour rassurer son entourage. L'OUA a une présence permanente au Burundi. Quelques dizaines d'observateurs militaires très actifs, mais qui ont la désagréable impression d'être parfaitement inutiles. Ce sont les vies parallèles du Burundi. Le côté court, avec les visites officielles, les conseils et les conventions, et le côté jardin, avec son lot de misère et ses 6 millions de Burundais qui observent le manège des politiques d'un œil sceptique. Les 3 domestiques de la maison sont Hutus. Leur patron est Ganois. Les gardes du corps sont Tutsis. C'est un assez bon résumé de la société burundaise. Mais il ne faut pas trop se fier aux apparences. À l'étranger, on croit que les Hutus et les Tutsis sont des ethnies antagonistes. C'est faux. Les Hutus et les Tutsis vivent mélangés depuis des siècles. Ils ont la même culture. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose qui les différencie. On est Hutu si l'on a un père Hutu et Tutsi si l'on a un père Tutsi. Peu importe la mère et les grands-parents. Ce sont les aberrations coloniales et les luttes de pouvoir qui ont fini par dresser violemment les uns contre les autres et par dresser entre eux un mur de peur infranchissable. C'est pourquoi la plupart des Burundais restent convaincus que la paix passe d'abord, nécessairement, par la démocratie. La démocratie, c'était une bonne chose, mais après, tout a mal tourné. Et vous-même, est-ce que vous êtes Hutu? Des Hutus. Oui. Oui. Et est-ce que vous êtes plutôt Hutu ou plutôt Burundais? Oh, vous savez, pour moi, il n'y a pas de différence. Mais est-ce que vous vous sentez d'abord Hutu ou d'abord Burundais? Je suis burundais. Et on parle de faire vivre séparément les Hutus et les Tutsis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah non, pas du tout. C'est une utopie. Comment peut-on séparer ce qui forme un tout? Dans toute société, on a besoin de solidarité. Nous sommes complémentaires. On ne peut se passer de personne. Un tel a besoin d'un tel et vice-versa. Si on met quelqu'un à l'écart, le jour où on aura besoin de lui, on aura un problème. Et lui, s'il a besoin de nous, il sera bien embêté. Un événement chasse l'autre au Burundi, disait-on. Le volcan ne dort jamais que d'un œil. Ce matin, tout un quartier de Bujumbura est en état de siège. Les blindés encerclent Kamenge, où habitent 50 000 Hutus et où sont retranchés quelques dizaines de francs-tireurs. On va vous donner la situation. Est-ce que vous avez pu identifier ces gens qui tiraient sur tout ce qui bouge? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé à Kamenge? Mais on sait ce que la radio vient de déclarer. Sinon, on n'a pas d'autres informations plus officielles et plus précises. Au niveau gouvernemental, c'est ce qui a été dit au travers de la mairie de Bujumbura. Et j'imagine que les services de sécurité ont déjà informé les autorités. il y a des victimes ou on ne sait pas? Il y a eu certainement des victimes, mais maintenant combien, je ne sais pas.
Et c'est les militaires qui ont été attaqués, apparemment. C'est ce qu'on dit, mais moi, je n'ai aucune précision sur la question. Dans ces cas-là, il y a toujours des représailles. À Kamenge, oui. Parce que des militaires ont déjà été attaqués à Nyakabiga, hein. Mais je n'ai jamais entendu parler de représailles de ce style lorsqu'un militaire est agressé dans une zone de concentration Tutsi. C'est ça le malin. Kamenge, c'est un des derniers quartiers Hutus de Bujumbura, une sorte de ghetto, à l'image du Burundi d'aujourd'hui. Un peu partout dans le pays, on a séparé les Hutus et les Tutsis, ce qui est un contresens historique, mais c'est la nouvelle réalité burundaise. Nous sommes à l'entrée de Kamenge. Interdiction absolue d'aller plus loin et de filmer les militaires. Kamenge est un foyer de rébellion et d'insécurité. Les militaires y ont peur des rebelles, les habitants ont peur des militaires. Pour la 3e fois en un an, la population est en fuite. Ne reste à Kamenge que quelques francs-tireurs, des vieux, des malades. Malheur à ceux qui n'ont pas fui à temps. Il y a encore eu des tirs à Kamenge. Oui, il y a eu beaucoup de tirs. Depuis environ 10h30 du soir. 11h. 11h moins 10 comme ça. Il n'y a personne qui est allé voir. Enfin, personne... Vous croyez que c'est facile d'aller voir un front où l'on tire? Kamenge, l'OUA, les exactions de l'armée, les représailles contre les Tutsis. C'en est trop pour le ministre des Relations extérieures. Le gouvernement a beau multiplier les réunions et les appels à la population, rien n'y fait. La violence, la peur et l'impunité gangrènent toute la société burundaise. Ce jour-là, le numéro 2 du gouvernement burundais n'est pas à prendre avec des pincettes. Il est vrai que ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes le 1er juin et nous sommes dans les locaux de la télévision burundaise. Jean Minani, le président du Frodébu, est venu pour commémorer un anniversaire. Le 1er juin 1993, il y a 2 ans, c'était l'élection de Melchior Ndadaye, la première élection démocratique d'un président burundais. 2 ans plus tard, c'est à peu près comme si rien ne s'était passé. Aucun discours, aucune cérémonie officielle. Là aussi, le coup d'État a fait son œuvre. Pour parvenir jusqu'à la télévision, Jean Minani a dû ruser et insister. La radio et la télévision au Burundi sont comme des vestiges de l'ancien régime, comme un bastion idéologique. Ici, beaucoup de journalistes n'en font qu'à leur tête. Et ils ne cachent guère leurs préférences ou leurs préjugés. Pendant que Jean Minani enregistre son message au pays, des journalistes sont installés, comme au spectacle, et ils le trouvent plutôt comique. L'orateur d'un jour s'en va. Les militaires restent. La radio-télévision est une forteresse bien gardée. Là où il y a du pouvoir, il y a des soldats. Mais on pourrait inverser la proposition. Là où il y a des soldats, il y a du pouvoir. Et on pourrait aller plus loin encore. Au Burundi, le moindre soldat peut s'arroger à l'occasion un immense pouvoir. Ce 1er juin, Jean Minani et les autres responsables du Frodébu se sont donné rendez-vous au centre-ville, aux abords de l'ancien palais présidentiel. C'est ici, derrière ce mur, dans les jardins du palais, qu'a été enterré le président Ndadaye, assassiné 4 mois après son élection. Ses compagnons veulent fleurir sa tombe.
Il y a là des ministres et des députés, mais il y a surtout 2 soldats et 2 gendarmes qui refusent d'ouvrir le portail, faute d'un ordre formel et militaire, venu d'on ne sait quel état-major. Le portail restera obstinément fermé, mais pour la forme. Car finalement, le cortège rentrera par une autre porte. Ainsi, les apparences sont sauves. Les vaillants soldats ont tenu bon, ainsi le Burundi s'enfonce chaque jour un peu plus dans l'anarchie et l'absurdité. Le cortège longe les tombes des victimes du putsch du 21 octobre 1993. La veuve du président Ndadaye est venue de Belgique pour la circonstance. Cette nuit-là, la nuit du coup d'État, des soldats ont sauvagement assassiné le président Ndadaye et d'autres responsables du régime démocratique naissant. Des épouses de dirigeants et des enfants ont été tués. Mais qui a envoyé ces soldats? C'est une question, c'est la question qui continue de peser d'un poids écrasant sur le Burundi actuel. Le putsch d'octobre 1993 n'a pas été assumé par ses auteurs et il est resté impuni. Et c'était extraordinaire de rencontrer cet homme parce que il y a des choses que je comprenais confusément et lorsqu'il parlait, elles me devenaient claires, elles me devenaient limpides. Au début, je dois avouer que j'avais très peur, j'avais beaucoup d'appréhension, je n'aime pas la foule. Et progressivement, je n'ai plus vu de foule, j'ai vu au travers de cette multitude des personnes qui avaient soif de dignité, qui avaient soif de liberté, qui avaient soif de se sentir aimé, de se sentir respecté. Les gens jetaient des fleurs à son passage, les gens étendaient des pagnes pour qu'ils puissent marcher sur leurs pagnes. Il y a des gens qui se mettaient littéralement par terre au travers de la route et s'étendaient de leur long pour que la voiture s'arrête et qu'ils puissent voir et si Dieu le permettait, toucher le Ndadaye. C'était quelque chose de... Je n'ai jamais vu ça, moi. Il y a eu plusieurs occasions où j'avais les larmes aux yeux quand je voyais ces scènes. Deux ans après l'élection de Ndadaye, les rescapés, les miraculés du putsch, se retrouvent pour un cocktail à la résidence présidentielle. Ils sont de moins en moins nombreux, au fur et à mesure que le temps passe. Beaucoup de cadres et de députés du Frodébu se sont réfugiés à l'étranger. Ceux-ci forment le dernier carré autour du président. Ils sont les gardiens de la victoire du 1er juin 1993. Mais que reste-t-il de cette victoire? Ce soir, il n'y a qu'un sujet de conversation. Kamenge. Au moins 300 cadavres, ça a été évacué cette nuit par les militaires. Moi, j'habite à côté. Et toute la nuit, j'ai vu. La première chose qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que... La fête a quelque chose d'irréel. Quand on tend l'oreille, à travers les rires, on entend les fusillades de Kamenge et les chiens qui hurlent à la mort.
Nouvelle tentative pour approcher de Kamenge, assiégé par l'armée. Nous arrivons à un point stratégique entre Kamenge, quartier Hutu, et Ngagara, quartier Tutsi. L'armée a établi un poste au carrefour. Il y a des jeunes gens aussi, des extrémistes Tutsi, prêts à bondir sur le premier Hutu venu. Ils sont armés visiblement toute la journée. Ils sont armés toujours. Et on peut un peu continuer tout droit là. Impossible. Impossible. Trop dangereux. Trop dangereux. Même vous voyez les blindés militaires, ils sont là. Et aussi ne peuvent pas entrer comme ça. Mais des Hutus à Kamenge, il n'y en a plus beaucoup. La plupart sont partis et se réfugier dans les collines. Mais à quoi sert encore le Conseil national de sécurité? Le Conseil se réunit à nouveau pour étudier le problème de Kamenge. Mais il n'y a pas que Kamenge. Le nord du pays est en éruption et à Bujumbura, des Tutsis se font massacrer par des extrémistes Hutus. Alors, inlassablement, les forçats du compromis remettent l'ouvrage sur le métier. Ce soir, le Conseil national de sécurité doit élaborer un plan de pacification de Kamenge. C'est la quadrature du cercle. Jamais ce genre d'opération ne s'est déroulé sans bavure. Ce sera donc un test, un de plus, pour la fameuse convention de gouvernement. En quelque sorte, cette convention de gouvernement nous sert de transition, avec toutes les peines que nous avons à le vivre. C'est une transition. Il y a eu un coup d'État, en partie manqué, inachevé, et ce qui n'est pas en train de s'achever peu à peu. Peu importe pour nous. Ce que nous avons décidé de faire, Offre des Bouts, c'est de refuser de toute façon le coup d'État et de occuper la place et de contribuer au renforcement de la démocratie avec, si possible, le soutien de la communauté internationale, mais sans illusion, en se disant que de toute façon, on nous tuera jusqu'au dernier s'il le faut, mais nous refuserons jusqu'au dernier qu'on puisse faire fi de ce que la population a décidé. Ce que nous avons accepté pour le prix de la paix, ça a été le partage du pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que nous acceptons d'être dévêtus entièrement, comme certains peuvent le penser. Non, nous acceptons de ce partage de pouvoir. Il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Et de toute façon, tant que nous ne sommes pas repassés par le chemin des élections, nous sommes nous légitimes et personne d'autre. Il ne faut pas que Dadaye soit mort pour rien. C'est ça que ça veut dire. « 7 heures du matin, le jour J pour Kamenge. C'est une première au Burundi. L'armée va opérer sous l'œil des observateurs civils et internationaux. Une opération en 3 temps. 1. Évacuation des derniers habitants. 2. Ratissage. 3. Réinstallation. C'est en tout cas ce qui est prévu. Jean-Marie Ngenda Ayo est le premier au rendez-vous. Arrivent ensuite, pavillon jaune et vert, les membres de la MIOB, la Mission africaine d'observation. Quelqu'un qui vient d'appeler, par exemple, Il y a là du beau monde, des ministres, des diplomates, des responsables d'organisations humanitaires. Il ne doit pas sortir maintenant, qu'il attende qu'il y ait d'abord les appels pour passer par le corridor de sécurité.
Donc, si des gens sortent à ce moment-là, ils passeront par un corridor que l'armée juge sûr. Une fois qu'on juge que le temps pour sortir est fini, il va y avoir une première entrée dans les quartiers, que ce soit ici, ou Kawakamenge ou ailleurs, pour un premier ratissage. Ce jour-là, Jean-Marie Ngendahayo sera le ministre le plus constant, le plus présent sur le terrain. Il a fait de cette journée une affaire personnelle. Mais dès le départ, le scénario n'est pas respecté. L'armée a déjà commencé la besogne. L'arrivée du chef d'état-major, le colonel Biko Magou, met clairement les choses au point. Tout au long de cette journée, il y aura les acteurs et les spectateurs militaires et les spectateurs civils, qui suivront les opérations de loin. Le colonel Biko Magou sera le metteur en scène. Ils ont commencé par des contacts, c'est-à-dire ils ont commencé par se tirer dedans mutuellement. Alors que normalement, ils devaient commencer par créer d'abord les corridors, appeler les gens, et une fois que les gens sont venus, commencer à tirer, si c'est nécessaire. Allô? Oui. Ben tant mieux. Ben, voilà. Les spectateurs, ou les observateurs si vous préférez, vont enfin sur le terrain. Jean-Marie Ngendahayo a choisi d'aller à Kamenge. Attention. Il faut faire un large détour, il faut contourner Kamenge avant de trouver une entrée sûre. Pour la première fois depuis une semaine, une autorité civile va pénétrer dans le sanctuaire Hutu, devenu chasse-gardée militaire. Première halte à la lisière de Kamenge. Les observateurs observent, les militaires sont aux aguets. Un millier de soldats sont engagés dans les opérations de ratissage. Ils avancent lentement, systématiquement. On devine leur progression au son des coups de feu qui s'éloignent peu à peu. Les observateurs attendent. Ils ne peuvent qu'espérer que là-bas, à quelques centaines de mètres, tout se passe correctement. Jean-Marie Ngendahayo retrouve ici son frère, Deo, chargé de la sécurité présidentielle. S'il est ici, c'est que le président n'est pas loin. On ne pourra rien faire. Tu ne peux rien faire. Et champ de bataille. Si vraiment les gens se comportent mal, nous ne pouvons rien faire. C'est comme si... Mais c'est mieux que rester à la maison et de dire voilà... Non, c'est bon. Les détonations se font rares et lointaines. Le nettoyage de Kamenge touche à sa fin. Un nettoyage par le vide. Le président de la République vient d'arriver. Il est immédiatement briefé par deux officiers. Le véhicule de sommation circulait dans tous les quartiers. Au moment, je crois que c'était du côté de Kassenyi, où le véhicule commençait, les militaires commençaient à se mettre en place, alors ils ont commencé à tirer. L'opération a débuté comme ça. Pratiquement, les approchages ont eu pratiquement de ce côté de Kassenyi. Ici, quelques coups sporadiques ici dans Kina, Maïch Bitoke. Mais l'opération s'est déroulée comme, je pense que vous avez, Monsieur le Président, vous étiez au courant de l'ordre. Ça s'est déroulé exactement comme c'était prévu. Sauf l'absence de ces civils qui ne sont pas venus. C'est totalement faux. Nous avons donné rendez-vous par Chichara et votre colonel à nous rendre à l'ETS à 7 h du matin. À 7 h du matin, j'étais là. Et nous avons attendu. Non, la MIOB était là. Demandez à la MIOB, elle était là aussi. Quand on a commencé à tirer, il n'y avait aucun civil.
Il n'y avait aucun civil. Mais si on tire sur le veau, est-ce qu'il faut croiser les bras? Non. Non, on s'était bien convenu que... Attendez, monsieur l'ambassadeur. On s'était convenu qu'une fois que ce plan commençait, que si les miliciens tirent, l'armée ne devait pas riposter. Et que nous devions être, nous, à 7 heures à l'ETS, être dispatchés sur ces 3 places pour qu'il y ait appel de la population, loin des tirs des terroristes, de manière à ce que les civils qui sont dans les quartiers puissent venir. Et vous avez commencé votre opération à 6 heures du matin, donc 1 heure avant la mise en place du plan. Un président encadré, escorté, abreuvé d'informations contradictoires. Un président qui n'a de cesse de rencontrer les gens de Kamenge. On l'amène voir un petit groupe de personnes regroupées le matin même. Le président burundais descend souvent sur le terrain. Il veut aller partout, mais il dépend du bon vouloir des militaires. Aujourd'hui, la visite sera furtive et peu instructive. Ok, prenez votre temps, je vous attends. Eh bien, nous serons à vous dans 10 minutes à peu près, parlez. Très bien reçu de Charlie Michael. Il faudra beaucoup de patience aux observateurs ce jour-là. Toute la matinée, ils ont poireauté. Cet après-midi, enfin, ils sont autorisés à pénétrer au cœur de Kamenge pour constater les dégâts. Et tu as eu le temps de réfléchir à ce dont je t'ai parlé? Navré, je n'ai le temps de penser qu'à mon Jim Bob. Normal. Kamenge est une ville fantôme. Ici et là, des incendies allumés pour l'exemple. Après chaque opération de ce genre, c'est la 3e en un an, Kamenge est un peu plus inhabitable. De toute façon, il n'y a que des traces de bottines, hein. Donc des traces de bottines et de chiens. Les observateurs poussent des dizaines de portes, à la recherche d'on ne sait trop quel survivant. Mais apparemment, il n'y a plus personne à Kamenge. Le premier être humain